Amis internautes, bonjour. La récente invasion de l'Ukraine par les troupes russes amène en Europe un conflit militaire de grande ampleur que l'on pensait appartenir au siècle dernier. Il y a précisément un peu plus d'un siècle, l'Ukraine a déjà fait face à l'attaque de son puissant voisin et avait mis en place une aviation militaire pour défendre son indépendance. À l'aube du XXe siècle, il faut savoir que l'Ukraine, que nous connaissons aujourd'hui, n'a pas d'existence politique et elle est intégrée dans deux empires. À l'ouest, la province de Galicie, avec pour capitale Lviv, est une composante de l'Empire austro-hongrois, tandis que tout le reste de l'Ukraine est intégré dans l'Empire russe, qui ne lui reconnaît d'ailleurs aucune autonomie. La Première Guerre mondiale va faire éclater ces empires multicentenaires, à commencer par l'Empire russe. Début 1917, l'armée russe, mal commandée, mal ravitaillée, est en grande difficulté. L'armée allemande lui a infligé de cuisantes défaites en Pologne, l'obligeant à battre en retraite jusqu'à la Lituanie, tandis qu'au centre du front, l'armée russe a eu de meilleurs résultats face aux Austro-Hongrois en s'emparant d'une partie de la Galicie. Le régime impérial russe s'effondre le 15 mars 1917, date de l'abdication du tsar, auquel succède un gouvernement provisoire à Moscou qui doit composer avec des assemblées locales qui s'érigent partout dans l'Empire, qu'on appelle les soviets. L'une de ces assemblées locales, d'inspiration social-démocrate, la Rada, prend le pouvoir à Kiev et proclame le 10 juin 1917 l'autonomie de l'Ukraine, reconnue du bout des lèvres par le gouvernement russe que dirige de facto l'avocat Alexandre Kerensky. La Russie est alors toujours en guerre, mais son armée s'effondre à compter de l'été 1917, suite à une offensive décidée par Kerensky qui tourne au fiasco et permet aux armées allemandes et austro-hongroises de contre-attaquer et reprendre tout le territoire perdu en Galicie depuis le début de la guerre, ramenant la ligne de front aux frontières de 1914. Les désertions sont nombreuses dans l'armée russe et le chaos gagne le pays. Les bolcheviks en tirent parti et après une insurrection, ils s'emparent du pouvoir politique à Petrograd et à Moscou le 7 novembre 1917. Ils déclarent un cessez-le-feu avec l'Allemagne et entament des négociations de paix. La Rada de Kiev, quelques jours plus tard, proclame l'indépendance de la République populaire ukrainienne et revendique sa souveraineté sur le territoire correspondant à peu près à l'Ukraine moderne, et reconnu d'ailleurs par la France et la Grande-Bretagne. Le gouvernement communiste de Moscou ne l'accepte pas et déclare hors la loi les représentants de la Rada, puis il installe un pouvoir local concurrent à Kharkiv, dans l'est du pays. L'armée rouge entreprend de conquérir l'Ukraine, qui improvise une armée que dirige le délégué militaire de la Rada, l'ancien journaliste Simon Petliura. Ce dernier, le 13 décembre 1917, nomme le colonel Viktor Pavlenko à la tête des forces aériennes ukrainiennes, assisté du lieutenant-colonel pilote Vyacheslav Baranov, tous deux son ancien cadre de l'armée tsariste. Ils ont à portée de main quelques 330 appareils de l'ex-aviation tsariste, des fronts ukrainiens et roumains, qui constituent plusieurs escadrilles, qui vont essayer de rallier à leurs ordres. L'aviation russe de la Première Guerre mondiale, il faut savoir qu'elle est de très petite taille comparée aux belligérants majeurs que sont la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Fin décembre 1917, il y a eu à peine 900 pilotes russes qui ont été formés, contre pratiquement 10 fois plus en France, précisément à la même époque. L'industrie aéronautique russe est très faible. Il y a un constructeur à Moscou, c'est l'usine Dux, qui produit des avions français sous licence, et il y a deux autres usines à Petrograd, RVBZ, et à Odessa, Anatra. Ils produisent des petites séries d'appareils de conception nationale. Il n'y a que deux usines de moteurs qui sont toutes à Moscou. Elles sont les filiales des motoristes français Gnome et Rhône ainsi que Samson. Sur le front, les aviateurs russes volent surtout sur des chasseurs Nieuport et quelques autres appareils de chasse plus anciens comme le Spad-A que vous voyez ici. Et ils utilisent comme avions de reconnaissance des Farman 30, des voisins LAS qui sont des appareils français déclassés selon les critères du front occidental. Mais bien peu de ce potentiel militaire ne pourra être utilisé par la nouvelle armée ukrainienne. D'une part, à peine la moitié de ces avions sont en état de vol, compte tenu du délabrement de l'aviation russe, qui est touchée par des pénuries en toutes sortes. Et d'autre part, une bonne partie des pilotes russes et surtout des mécaniciens, sachant la guerre terminée, n'aspirent qu'à retourner chez eux. Il n'y a ainsi plus aucun mécanicien pour remonter les appareils d'une escadrille de chasse qui arrive démontrée par le train à Kiev. Et le lieutenant-colonel Baranov en est réduit à négocier ce service auprès de prisonniers de guerre allemands ou austro-hongrois. Il y a seulement une dizaine de pilotes vétérans de l'armée tsariste qui acceptent de se mettre sous les ordres de la Rada à la fin du mois de décembre 1917 et ils peuvent créer le premier détachement d'aviation ukrainien sous les ordres du capitaine Alexander Egorov. Ce sera la seule force aérienne effective qui pourra s'opposer aux troupes de l'armée rouge qui, tout de suite, marchent sur Kiev
en bombardant leurs trains blindés et leurs parcs d'artillerie. Cette résistance ne peut contenir les troupes bolcheviques qui prennent la ville de Kiev le 9 février 1918. La Rada et son aviation s'enfuyant dans la ville de Jytomyr. Mais les nouveaux maîtres de la capitale de l'Ukraine ne vont pas profiter longtemps de leur conquête, parce que l'Allemagne, elle est lassée des pourparlers d'armistice que Trotsky fait traîner en longueur. Elle décide de lancer le 18 février 1918 une vaste offensive vers l'Est qu'on appelle l'opération Faustschlag, ce qui leur permet en quelques semaines de s'emparer des pays baltes, d'une partie de la Biélorussie et de l'ensemble de l'Ukraine jusqu'à Rostov qui est prise le 8 mai. Ils ne rencontrent pratiquement aucune opposition de l'armée russe qui est en pleine déliquescence. Le pouvoir bolchevique est alors contraint de signer l'armistice de Brest-Litovsk et reconnaît la perte des territoires conquis. Occupants de l'Ukraine, donc, les Allemands traitent avec la Rada qui est revenue à Kiev, et celle-ci va rechigner à obéir à leurs directives de réquisition de nourriture. L'Allemagne favorise alors, le 29 avril 1918, la tenue d'un coup d'État local qui est mené par l'ancien général de l'armée russe, Pavlo Skoropadsky. Il renvoie la Rada et gouverne l'Ukraine en dictateur, c'est-à-dire en hetman, en chef cosaque, avec l'appui des milieux conservateurs et de l'aristocratie foncière. Il va rester que 8 mois au pouvoir sous la protection allemande. Mais la période de son gouvernement, qui est sans conflit du fait de l'occupation allemande, permet de développer l'administration ukrainienne et de structurer l'armée, dont l'aviation. Il y a une école d'aviation qui avait été ouverte à Kiev du temps de la Rada. Elle est maintenue et permet de former quelques pilotes et de constituer un total de 4 escadrilles qui sont basées à Kiev, Tchernihiv au nord de Kiev, Kharkiv et Odessa, avec 2 parcs d'aviation, l'un à Kiev, l'autre à Odessa. Les liaisons postales aériennes commencent à s'organiser. Et le matériel, il est issu de la valorisation des stocks de l'armée russe. Ils ont réussi à faire ma base sur 189 appareils selon l'inventaire. Seulement à peine la moitié peuvent être mis en état de vol. Il y a une petite industrie aéronautique locale, à savoir l'usine Anatra d'Odessa. Elle aurait pu être sollicitée pour doter la flotte d'appareils en avion neuf. Malheureusement, elle est réquisitionnée par l'armée austro-hongroise, une des puissances occupantes, qui s'en réserve l'intégralité de la maigre production. C'est aussi durant cette période, suite à un ordre du 13 mai 1918, que l'insigne national ukrainien, le trident, est apposé sur le fuselage des appareils dont les anciennes cocardes et la dérive sont repeintes aux couleurs nationales bleu et jaune. Donc l'été 1918, qui correspond au point culminant de la force de l'aviation ukrainienne, ne sera malheureusement qu'un feu de paille, car la guerre civile dans l'Empire russe, bien que préservée dans la zone d'occupation allemande, n'est pas loin. Maintenu à son poste par l'hetman Skoropadsky, le lieutenant-colonel Vyacheslav Baranov se révèle être en fait un sympathisant des armées blanches de général Denikin qui occupe la région du Don, et qui sont d'ailleurs aussi soutenus par l'Allemagne. Il entame des pourparlers à l'insu du gouvernement ukrainien et il organise la livraison par le train de 20 appareils des forces ukrainiennes. Il rallie lui-même les troupes blanches en emmenant avec lui tout un groupe de pilotes. Donc, la trahison de Baranov va laisser l'aviation ukrainienne très affaiblie quand les troupes allemandes et austro-hongroises vont quitter le pays au mois de novembre 1918, après l'armistice qui signe la fin de la Première Guerre mondiale. L'hetman Skoropadsky, lui, ne va pas survivre longtemps au départ de ses protecteurs. Il va être chassé du pouvoir par une insurrection le 19 décembre 1918 qui va rétablir la République populaire d'Ukraine et les lois de la Rada. Le pays est toutefois dirigé par un directoire de 5 ministres qui vont être menés par l'écrivain Volodymyr Vinnytchenko, l'ancien vice-président de la Rada. Il se réinstalle à Kiev. Mais là, il ne pourra pas rester bien longtemps dans la capitale de l'Ukraine, car le départ des troupes allemandes va signer aussi celui du retour de la guerre civile. Les bolcheviks vont attaquer l'Ukraine en force depuis le nord-est et vont reprendre Kiev le 2 février 1919, entraînant la démission de Vinnytchenko, auquel va succéder le ministre de la Défense Simon Petliura. Il va replier le gouvernement plus au sud à Vinnytsia. Les troupes blanches de leur côté, déboulant du Don, elles s'emparent de toute la Crimée et de la façade maritime de l'Ukraine, dont la ville d'Odessa. Sans parler des troupes de l'anarchiste Nestor Makhno, qui contrôle les rivages nord de la mer d'Azov. Donc, dans ce véritable chaos, où tout le monde attaque tout le monde, ce sont les paysans ukrainiens qui paient un très lourd tribut sous la forme de réquisition forcée des 4 forces armées qui ravagent le territoire. Tout comme d'ailleurs les populations juives qui sont victimes de pogroms organisés par tous les camps. Le territoire contrôlé par le gouvernement ukrainien se réduit vite au mois de mars 1919, à un lambeau formé par les villes de Jytomyr au nord, Vinnytsia au centre et Mykolaïv au sud, vers la mer Noire, dont le rivage est contrôlé par les armées blanches de Denikin. Ces armées sont héritières de la Russie impériale et elles dénient tout droit à l'indépendance à la nation ukrainienne, rendant de fait impossible une alliance pour combattre les bolcheviks.
Donc l'aviation de la République populaire d'Ukraine, que dirige de nouveau le colonel Viktor Pavlenko, ne compte plus à ce moment-là que 2 escadrilles, l'une à Jytomyr et la seconde à Vinnytsia. Elles sont fortes respectivement de 4 et 3 appareils en état de vol. Leur rôle durant les combats est principalement d'effectuer des missions de reconnaissance. Les rencontres avec les aviations rouges ou blanches, qui sont elles-mêmes très peu développées, sont pratiquement inexistantes dans ce front de près de 400 km. La fin de la Première Guerre mondiale, au mois de novembre 1918, amène également la dislocation de l'Empire austro-hongrois, dont nombre de ses anciennes provinces accèdent à l'indépendance. C'est le cas de la Galicie, qui est peuplée en majorité d'Ukrainiens, mais avec une forte minorité de Polonais, et qui devient la République populaire d'Ukraine occidentale, le 1er novembre 1918, avec pour capitale la ville de Lviv, sous la présidence de l'avocat Yevhen Petrouchevitch, qui entame dès le mois de décembre des négociations pour fusionner sa province avec la République populaire d'Ukraine. Ceci ne sera finalisé qu'à la fin du mois de janvier 1919, mais cette fusion ne sera que formelle car les 2 Ukraines vont mener chacun une guerre de leur côté contre un ennemi différent. En Ukraine occidentale, la capitale Lviv est en fait majoritairement peuplée de Polonais. Ces Polonais entrent dès le 3 novembre 1918 en insurrection armée. La ville est alors encerclée par les troupes ukrainiennes et les troupes polonaises rassemblées autour de la ville de Przemyśl, à 70 km à l'ouest, vont tenter de dégager un corridor le long de la voie de chemin de fer locale pour aller secourir les insurgés polonais. L'aviation polonaise, tout juste créée, va s'employer à maintenir la liaison avec les insurgés jusqu'à ce que l'armée polonaise ne parvienne, le 21 novembre 1918, à rejoindre la ville assiégée en libérant la voie de chemin de fer, qui constituera en fait pendant plusieurs mois un très fragile cordon de ravitaillement qui va être constamment attaqué par les forces ukrainiennes, dont leur aviation. Et celle-ci va être formée par un ancien officier pilote de l'aviation austro-hongroise, le lieutenant Petro Franco, nommé capitaine, qui va obtenir une aide assez limitée de son homologue oriental Viktor Pavlenko. Fin décembre 18, il a à sa disposition sur l'aérodrome de Krasny, c'est-à-dire à 40 km à l'est de Lviv, un total de 9 appareils, 6 biplaces Albatros C et Ostrobrandenburg, ex-austro-hongrois, ainsi que 3 chasseurs Nieuport, ex-russes. Il y ouvre une école d'aviation et ces hommes font de leur mieux pour remettre en état de vol toutes les épaves d'avions austro-hongrois collectées dans les aérodromes locaux de Galicie. Cet effort est insuffisant pour maintenir un niveau opérationnel satisfaisant, à tel point que Petro Franco part recruter à Vienne des mercenaires. Vienne, la capitale de l'Empire austro-hongrois, qui est maintenant démantelée, et va y croiser la délégation polonaise menée par le lieutenant Stefan Stek, qui vient faire la même chose que lui. C'est un ancien camarade de combat, mais il a rejoint le camp polonais. Donc grâce aux pilotes étrangers, le potentiel de l'aviation de l'Ukraine occidentale va monter au début de l'année 1919 à une vingtaine d'appareils répartis en 3 escadrilles qui sont disséminés autour de la ville de Lviv, où vont se concentrer toutes les missions aériennes et où, en toute logique, les rencontres avec l'aviation polonaise vont se réaliser. Ainsi, le 24 février 19, un Albatros C-12 de l'aviation polonaise, qui est monté par l'équipage composé du pilote mercenaire tchèque Kagasek, avec pour mitrailleur le cadet Pietruszki, est en mission sur Lviv et il se fait intercepter par un Nieuport ukrainien qui le crible de plomb. Pietruszki riposte en tirant de sa mitrailleuse dorsale. Il ne peut placer qu'une rafale avant que la poignée de son arme ne lui reste dans la main. Mais il a fait mouche, car son opposant décroche en fumant et part se poser près de la forteresse de Lviv, où il aurait brisé son appareil. Il s'agit de la première victoire aérienne de l'aviation polonaise. Il y en aura une seconde sur le secteur de Lviv, le 29 avril 1919, quand le lieutenant polonais Stefan Stek, qui pilote un chasseur monoplan Fokker E5, il intercepte un Brandebourg C1 biplace qui lui-même est escorté d'un Nieuport. Ce dernier, piloté par un ancien collègue de l'aviation austro-hongroise, l'Oberleutnant Franz Rudorfer. Et il revendique l'avoir descendu au sud de Lviv. Rudorfer, en fait, rentre sain et sauf à l'aérodrome de Krasny. Il désertera le 23 mai à bord de son Nieuport vers la Slovaquie, faute d'avoir reçu sa paix. L'armée polonaise est renforcée de matériel et de troupes formées en France, qu'on appelle l'armée bleue. Elle peut se lancer, ainsi renforcée, dans une offensive au mois de mai qui va repousser les troupes ukrainiennes occidentales de quelques 120 km à l'est sur la rivière Sbrouch. Malgré une contre-offensive, c'en est fini au début du mois de juin 1919 des troupes de l'Ukraine occidentale, dont les restes rejoignent les forces de la République populaire d'Ukraine. Simon Petliura va les affecter tout à l'est face aux troupes russes. L'été 1919 voit les armées blanches du général Denikin remporter de nombreux succès et même menacer Moscou par un raid de cavalerie, à tel point que l'armée rouge est contrainte de se replier d'Ukraine et évacue la ville de Kiev sans combattre.
troupes ukrainiennes profitent de l'occasion et reprennent leur capitale le 30 août 1919, mais de façon éphémère, car elles l'évacuent 2 jours plus tard, face à l'avancée des troupes blanches. Le territoire contrôlé par la République populaire d'Ukraine, qui à ce moment-là a perdu toute son aviation, ne compte plus que la région autour de la ville de Vinnytsia et se réduit encore après la pression de l'armée rouge qui, après avoir vaincu les Blancs, reprend le terrain perdu et reprend même la ville de Kiev le 12 décembre 1919. Dans un territoire de plus en plus réduit, la République populaire ukrainienne en est réduite à s'allier avec l'ennemi polonais de la veille et signe un traité d'alliance précisément le 21 avril 1920. Ceux qui restent des forces armées vont combattre côte à côte contre l'ennemi commun, l'armée rouge. D'abord avec succès. Il y a une offensive qui va être lancée au mois de mai 1920 qui permet aux troupes polono-ukrainiennes de reprendre Kiev brièvement le 7 du mois, mais pour l'évacuer le 10 juin 1920. Renforcée, l'armée rouge envahit la Pologne au mois d'août et atteint même les portes de Varsovie. Ce sont alors les troupes ukrainiennes qui tiennent le front sud. L'aviation ukrainienne va renaître à ce moment-là de ses cendres. Les Polonais vont former une 60aine de pilotes et de mécaniciens en leur livrant quelques appareils, 4 Albatros J1 et un LVG C5 biplace, ainsi que 2 Sokowitz 5 F1 Dolphin qui peuvent former une escadrille ukrainienne qui vont être les derniers à être marqués des couleurs nationales bleu et jaune. Cette escadrille va participer à la contre-offensive victorieuse des troupes polonaises en novembre 1920 qui va renvoyer l'armée rouge hors des frontières de Pologne et libérer la Galicie qui va être le seul lambeau du territoire de l'Ukraine moderne à échapper à la Russie, à la mainmise de la Russie soviétique et qui sera intégré à la Pologne, mais qui fera fi de ses promesses d'autonomie de la province. Comme beaucoup de responsables ukrainiens, les chefs de l'aviation ukrainienne vont connaître un destin tragique, puisque Viktor Pavlenko, revenu vivre en Ukraine soviétique, après quelques années d'exil pour se faire paysan, il va disparaître pendant la grande famine de 1932 que l'on appelle l'Holodomor. Petro Franco, lui, va vivre en Pologne et il va être liquidé par le NKVD en 1941 après l'invasion de la Galicie par les troupes soviétiques. Ainsi finit la première guerre d'indépendance de la République d'Ukraine.